Bien, bonsoir. Nous avons tous été accueillis, et c'était là le souhait de Christian Bobin, avec ses merveilleuses peintures. J'espère que, entre deux embrassades avec vos amis et vos retrouvailles, vous avez eu le temps juste de les goûter. Oui, de les goûter, parce qu'on peut goûter des peintures. Et je ne sais pas pourquoi, Christian souhaitait tant nous les partager, mais il va nous le dire. Bienvenue, Christian. Merci. Merci, merci. Et merci pour cette vision que vous partagez avec nous. J'ai souhaité inviter Sylvie Datas, c'est le nom du peintre, pour commencer comment appeler ça, une rencontre, une conversation, si je puis dire, de vous à moi. Elle sera vraiment de vous à moi parce qu'elle va d'abord être de moi à moi. C'est-à-dire que j'ai quelques papiers ici. Pour la plupart, ils sont consacrés à quelques poèmes de quelques poétesses russes dont je vous parlerai tout à l'heure. Le reste, c'est 2-3 notes dont je me ferai un plaisir de m'éloigner très vite. J'aime chercher ma pensée en parlant. Sylvie Datas vit au centre de l'Angleterre, à Birmingham. On dit parfois, à juste titre, me semble-t-il, que l'Angleterre est plus dépaysante pour nous, Français, que le Japon. C'est un pays singulier, c'est une matière poétique autant qu'un pays. Je connais le peintre, je connais sa maison, je connais son jardin. C'est un jardin minuscule, tout en une lanière de fleurs très diverses, une camaraderie de fleurs de toutes sortes, simples. Vous savez, ce genre de fleurs que jamais aucun marchand ne pourra prétendre vous vendre. Ce sont des fleurs du hasard, ce sont des fleurs qui ont partie liée avec les étoiles, qui ont partie liée avec la vie, c'est-à-dire qui sont sans valeur marchande. Et ce jardin, si petit soit-il, est un des lieux d'inspiration de ce poète, de cette poétesse. Je la qualifie de poétesse parce qu'elle est digne aussi de ce nom, c'est comme sa peinture en témoigne. Le tout petit contient l'infini. Le jardin étroit contient, résume, propose à lui seul l'univers tout entier, avec toutes ces planètes qui, là, en l'occurrence, sont très modestes, fixées sur une toute petite tige. Il y a de tout, il y a même des orties, qui sont des fleurs que l'on pourrait considérer comme simples, tellement elles sont méprisées, et qui sont aussi, comme on le sait, nourricières. On sait peut-être, vous savez aussi peut-être que c'est la partie la plus haute, la plus minuscule de l'ortie, qui est la plus nourricière, qui a le plus de vertu pour nous. Et il en va souvent ainsi dans la vie, c'est du moins ce que je crois, c'est ce que je ressens, c'est que les choses les plus minuscules, les plus petites, les plus faibles, sont pour nous des réserves de force inépuisables, à condition bien sûr de ne pas les asservir, à condition bien sûr de ne pas les détruire par notre avidité ou par des gestes ou une indifférence monstrueuse. Ce travail que fait Sylvie, c'est du pastel. Le pastel, c'est quelque chose, et c'est important de le dire parce que le pastel, c'est une matière qui va plutôt donner des choses brutes, qui permet rarement la finesse, le détaillé. Et là, c'est un tour de force qui n'est pas voulu comme tel, qui n'est pas cherché comme tel. Personne n'est plus modeste que ce peintre.
C'est un tour de force qui est réalisé parce que quand on voit ces peintures, on se rend compte que la part belle est donnée à chaque feuille, à chaque branche, à chaque frémissement de fièvre ou d'inquiétude de la lune. Tout est détaillé avec une matière qui, quand j'ai vu ces tableaux en vrai, la matière du tableau en lui-même est presque un tout petit peu en relief, en léger relief, comme prise dans une pâte. Et un des miracles de cette peinture, c'est que cette pâte donne autant de finesse, de distinction et de précision. En vérité, ce ne sont pas tant des peintures, ce qu'elle fait, que des blocs de silence et de ciel qu'elle détache pour nous. Encore une chose sur son travail. Encore 2-3 choses sur son travail. Elle peut passer 1 an sur un tableau. Certains des tableaux qui, ici, nous accompagnent muettement, certains ont demandé 1 an entier. Et je trouve ça tellement, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais tellement anti-moderne, cette lenteur, je trouve ça magnifique. C'est se mettre au niveau de la croissance d'un nouveau-né. C'est-à-dire, il ne faut pas se hâter. Le langage viendra en son temps. Les premiers pas viendront en leur temps. L'ouverture de l'âme se fera comme un bouton de rose en son temps. Au début, elle est repliée. Elle est comme serrée, drue, impalpable, presque invisible. Eh bien, il en va de même de ces tableaux et de ce travail grâce au temps que Sylvie Datas donne à ce travail. 1 an, c'est ce que nous recevons sans le savoir, je crois, quand on contemple ces tableaux. Nous recevons une durée de loisirs, une durée de vacances, une durée de disponibilité d'1 an. C'est, entre autres choses, ce que nous pouvons recevoir de ces tableaux. Je crois qu'elle peint, donc vous l'avez deviné, elle peint relativement peu, à la fois tout le temps, parce qu'elle a donné toute sa vie à ça, elle continue de donner toute sa vie à ça, mais du coup, avec le temps que chaque tableau lui demande, elle peint très peu d'œuvres. Elle a beaucoup moins d'œuvres que beaucoup de peintres contemporains. Moi, il me semble que si la vie demeure auprès de nous, malgré les injures que nous lui faisons, malgré les trahisons que nous lui portons, les coups que nous lui portons, si la vie demeure encore auprès de nous, c'est grâce à ce genre de travaux-là, de patience, c'est grâce à quelqu'un comme elle, très peu connu, dans une ville du centre de l'Angleterre, ville à dominante plutôt ouvrière, eh bien, il y a quelqu'un qui, par sa patience, sans rien prétendre à quoi que ce soit, elle ne prétend pas avoir un titre, ni même une reconnaissance, qui est là, mais qui est très légère, et qui lui est venue presque malgré elle. Eh bien, c'est par cette patience de couturière, si je puis dire, par cette patience amoureuse, pour trouver le vrai terme, c'est par cette patience amoureuse, un peu comme la voix de la mère qui, tout d'un coup, lave le visage de l'enfant des ténèbres qui le couvraient, parce que tout d'un coup, elle lui parle et elle a la parole qu'il faut pour le sortir d'une angoisse. Eh bien, c'est ce genre de choses et de gens que les livres ne recueilleront jamais, que la plupart des livres ne signalent pas. C'est ce genre de personnes, de gestes et d'œuvres, de grandes œuvres, secrètes, discrètes, ô combien silencieuses, que le monde tient encore, malgré les coups de boutoir que nous lui donnons, qu'on lui donne, mais il ne faut pas se mettre en dehors de l'affaire, que nous lui donnons aussi. C'est par cette secrète acupuncture de ces pointes d'aiguille des patiences et des amours cachés
de telle ou telle personne, ici ou là. C'est aussi par le rire, par la fraîcheur incroyable de deux amoureux. Parce que ça, c'est presque indéfaisable, c'est presque invincible. C'est par ce petit printemps, ce regain de printemps qui vient, qui saisit parfois un jeune homme, une jeune fille de 15-16 ans. Eh bien, c'est par des choses comme ça que, me semble-t-il, et aussi, je crois, par l'écriture, je vais vous en parler, mais c'est par des choses comme ça, c'est par des activités comme ça, qui sont tout sauf vaines. Je le précise parce qu'aujourd'hui, on accorde la houle de nos applaudissements à ce qui est connu, à ce qui est déjà connu, et si possible à ce qui est doté d'un chiffre très puissant. On va parler d'un chanteur, on ajoute très souvent le nombre de disques qu'il a vendus. Et si c'est des millions, on en parlera un peu plus fort. Eh bien, comme si pour que les choses aient un sens, il fallait qu'elles fassent beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Je pense, nous allons vers quelque chose comme ça, de très heureux, parce que nous commençons tous à être lassés de ce bruit, nous commençons tous à comprendre dans quelle tristesse nous nous sommes mis. Nous ne le comprenons pas encore tout à fait, mais nous commençons à l'approcher. Eh bien, c'est grâce à de tels travaux, à de telles personnes, à cette peintre que je veux saluer avec vous cet après-midi, ici, Sylvie Datas. C'est grâce à ces gens que notre vie à nous, sans le savoir, a du sens et continue d'en avoir. Et je pense en aura de plus en plus. Je pense en aura de plus en plus. Je parlais Je vais vous parler un petit peu des modernes, mais gentiment, très gentiment. Oui, très gentiment. Je vais vous parler... C'est comme une suite. On va s'éloigner petit à petit de ces tableaux derrière moi. D'autres choses viendront de temps en temps prendre le relais. Je disais que cette lenteur est anti-moderne par excellence. Alors, les modernes ont un catéchisme, parce que rien n'est plus religieux que le moderne anti-religieux. Les modernes ont un catéchisme assez simple, que je pourrais résumer ainsi. Faisons table rase du passé, laissons les vieilleries, laissons les vieilles choses, laissons les vieilles gens, laissons ce qui n'est plus dans le courant dynamique, hystérique du monde, laissons ce qui ne rapporte pas, ce qui est sans intérêt, sans valeur. Laissons tout ça à la brocante, et puis dans une décharge, si possible, un peu plus tard. N'en parlons plus, ne les fréquentons plus, ne les voyons plus. Je vais vous dire, je vais peut-être vous étonner, je suis plus moderne que les modernes. Parce que je suis d'accord avec ça. Mais je vais préciser mon accord. Je suis d'accord avec ça. Ce qui est mort, ce qui est fané, ce qui est sans poids, ce qui est terne, ce qui est morne, ce qui est usé, moi non plus, je n'en veux pas. Je pose simplement cette question. Un vieillard dessiné par Rembrandt, ce livre saint que devient le visage du vieillard de Rembrandt, ce livre gravé, sculpté, ridé, à la cire, presque à la cire d'abeille, à l'ambre, ce tableau-là, est-ce qu'il est vieux ? Est-ce qu'il est usé ? Est-ce qu'on va le mettre à la brocante ? Non, absolument pas. Et Montaigne, et Pascal, ils ne sont pas d'aujourd'hui. Ça commence à faire bien, ces histoires. C'est vieux, c'est fané. Est-ce que c'est vieux et fané ? Est-ce que c'est mort ? Non, non. Ils sont nos contemporains. Il suffit d'ouvrir un de leurs livres pour recevoir les embruns d'un océan, pour recevoir parfois même une sorte de claque, ou pour être gratifié d'un sourire qui vient se percher sur le fil de nos lèvres. Ils sont nos contemporains, ils sont notre présent le plus pur. Le vieillard de Rembrandt,
les pensées errantes, vagabondes de Montaigne, les pensées très sévères, trop sévères de Pascal. Ce sont nos contemporains. Et puis je vais préciser encore plus, est-ce que, comment dire, là je crois que j'ai trouvé le moyen de prouver que les modernes ont tort. De le prouver, c'est très simple, c'est une expérience que chacun de nous a fait. À un moment ou un autre de notre vie, nous perdons quelqu'un. À un moment ou un autre. On ne peut pas grandir sans perdre. On ne peut pas d'ailleurs peut-être vivre sans perdre. Et il y a un moment où on perd des gens et on avait une affection pour eux plus ou moins grande. Et dans ces gens qui s'éloignent, à pas de chat, à bruit de chat, dans ces gens qui s'éloignent, il y a parfois des gens qui nous touchent plus particulièrement parce que de leur vivant, ils s'étaient appuyés un peu plus fort sur la muraille de notre cœur pour s'y chauffer, pour y rêver, pour s'y adosser. Et donc, quand ils partent, ils ne partent pas. Ils nous laissent un legs de chaleur, de lumière. Ils nous laissent un don d'amour, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'enfance. Et les modernes ont profondément tort parce que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas plus morts que Montaigne. J'ai vu dans un documentaire l'ouverture du cercueil de Montaigne qui a été retrouvé assez récemment. Et c'était un fouillis. C'était plus désordonné que la boîte à couture de ma mère. Mais Montaigne, il n'est pas là. C'était quoi? Des os, c'était des choses respectables, des choses quasiment des reliques. Mais il n'est pas là. L'homme ou la femme ne sont pas dans ce qui les a abattus. Ils sont dans ce qui était traversé par eux de leur vivant, de l'esprit, par l'esprit. Là, il ne s'agit pas d'intellect, il ne s'agit pas de savoir même parler, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup de trouver quelque chose qui éclaire la vie pour quelqu'un quelque part, et personne d'autre ne le saura. Un peu à l'image de ces peintures, le secret, un tout petit jardin, et tout d'un coup, l'infini se met à flamber. Et nos vies connaissent ça. Nos vies, à certains moments, connaissent ça. Et ce qu'elles ont connu ne s'éteindra jamais, jamais. Je suis d'accord avec les modernes pour tout mettre au présent, mais pas le présent captif dans lequel ils nous enferment et dans lequel ils sont à la fois les geôliers et les prisonniers. C'est un présent, qui s'évapore. C'est un présent qui est un peu comme la mode, qui est même tout à fait lié à la mode. C'est-à-dire, une chose va chasser l'autre. Une chose va chasser l'autre irrémédiablement. On parle de quelqu'un, puis tout d'un coup, on n'en parle plus. Puis c'est fini. Ça s'éloigne plus vite que ma parole. Je suis d'accord pour célébrer le présent, mais un présent qui soit élargi comme la poitrine d'un chanteur ou d'un rouge-gorge. Un présent qui contienne tout ce que je vous dis là, et bien plus encore, qui contienne le vieillard de Rembrandt, le vieillard enluminé par Rembrandt, qui contienne les sourires en vieux français de Montaigne, qui contienne tel ou tel poème, qui contienne le souvenir de notre mère ou de notre père ou d'un disparu, qui continue de nous éclairer à travers toutes les épaisseurs des ténèbres, qui lui nous éclaire, qui lui prend soin de nous. Encore, preuve s'il en fallait une, qu'il est bien là, qu'il est bien présent, qu'il fait partie même du plus beau du présent, du plus déchiré et du plus beau du présent. Donc, d'accord pour tout réduire au présent, mais à condition que ce présent ne fasse pas l'impasse sur la vie éternelle telle qu'elle se mélange à la vie quotidienne et ces instants superbes que l'on traverse parfois, ici ou là. De tout ça, rien ne sera perdu. Rien ne sera perdu. Je crois de plus en plus, par exemple, que, parlons de poèmes, je crois que quelqu'un qui, quelque part, écrit un poème, même si ce poème n'est jamais
édité, même s'il n'est jamais lu, le temps qu'il aura passé à écrire ce poème aurait été un temps d'ouverture des portes du temps et d'avoir accès, même peut-être à l'insu de la personne, d'avoir accès à autre chose que le monde, autre chose que la ritournelle de vendre, d'acheter, d'être fort et d'être toujours fort et d'être de plus en plus fort. Ce travail-là, d'ouverture des grillages du temps, des portes du temps, n'est pas vain, absolument pas vain. C'est un peu à l'image, si vous voulez, d'un Matisse qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre très... à peine si le langage humain peut la porter, peut la supporter, mais en 1942, au moment où les chambres à gaz sont à leur plus fort, il y a cet homme, Matisse, qui est à Nice, qui est dans un hôtel, qui est avec un atelier, et qui est malade, qui est souffrant, et qui entre dans sa dernière période, celle des papiers peints, colorés, et qu'ensuite il découpe avec des ciseaux. Eh bien moi, il me semble évident que si le monde a résisté au satanique coup de boutoir de la Seconde Guerre, c'est entre autres grâce à l'éclair des ciseaux de Matisse, de cet homme qui fait ce travail apparemment inutile, apparemment vain, et peut-être même scandaleux pour certains, mais le soin donné à la beauté quelque part par quelqu'un, sans forcément qu'il y ait une reconnaissance, sans forcément qu'il y ait un succès, une couronne qu'on lui apporte ou de l'argent, sans qu'il y ait forcément cela, mais ce soin donné à la beauté, à être au chevet du plus secret, du plus simple de la vie, non seulement ça n'est jamais vain, mais c'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la seule chose qui vaille la peine, mais cette peine-là efface toutes les misères, toutes les misères. Ou plutôt, elle ne les efface pas, parce que je n'ai pas l'obsession des modernes d'effacer, mais elle les adoucit, elle les colore autrement, elle les colore autrement. Et je crois que vous aviez envie de nous parler de femmes de l'ombre, de femmes qui sont justement pas connues, qui n'ont pas eu les prix littéraires, qui n'ont pas été vues dans ce monde, et qui pourtant ont fait œuvre, comme Matisse que vous mentionnez tout à l'heure, ont fait œuvre d'une vie à travers l'écriture, sans que personne ne sache, ou si peu. Alors je vous invite à nous parler de ces femmes, parce que ça vous tenait à cœur. Oui, on peut commencer par... En fait, j'avais imaginé de parler du rêve, et puis de m'en éloigner un petit peu, mais au fond, je voudrais juste ajouter 2 points là-dessus. C'est que, comment dire, peut-être ce que j'entends par rêve, c'est la pointe du réel, comme la petite fleur supérieure de la ronce, la plus nourricière. Et non pas ce qu'on entend d'ordinaire par une rêverie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de racines, qui flotte et qui est perdu à peine est-elle apparue. Ce rêve-là, je le vois mieux en l'opposant au rêve dans lequel nous sommes pris aujourd'hui, de plus en plus, qui est celui des machines, et qui est ô combien tentant, ô combien. C'est-à-dire, on vous met une main vous est tendue, dont vous ne vous rendez pas compte que les doigts ne sont pas de chair, mais d'électronique, et qu'ils ont un je ne sais quoi d'avide, un je ne sais quoi de crispé. Et dans cette main, on vous dit, bien voilà le monde entier. Le monde entier. Si tu veux quelque chose, en 1 seconde, tu vas l'avoir. Il suffit d'avoir une petite pression d'un index sur une petite tombe vitrée minuscule.
et tu vas faire apparaître ce que tu veux et tu l'auras tout de suite, comme tu veux. Eh bien, ce rêve-là, qui est destructeur, profondément destructeur, qui est ravageur du silence, qui est ravageur de l'ennui, qui est une chose importante, qui est ravageur du secret, qui est ravageur de l'attente, qui est sans doute le diadème de l'amour, l'attente, le diadème de l'amour. Eh bien, tout ça est balayé, tout ça est balayé. Mais allons voir le vrai rêve, les vrais rêves. Ces femmes que vous m'invitez à faire venir ici. On va commencer, si vous voulez bien, par Dora Diamant. Dora Diamant, qui est ici, dont le visage est relativement peu connu. Elle est merveilleuse parce qu'elle a amené dans la vie de Kafka, de Franz Kafka, dans la dernière année de Franz Kafka, juste dans la dernière année, elle lui a amené quelque chose que Kafka ne pouvait pas connaître tellement il était enfoncé dans les mines de la pensée. La pensée est une chose très sévère. La pensée est une chose nécessaire, mais elle est aussi âpre. Elle est aussi, on peut y entrer et n'en plus jamais revenir. Le visage d'un homme qui pense, je dirais même quand il ne pense à rien, le visage d'un homme qui pense mériterait à chaque fois d'être peint. On lirait beaucoup sur ce visage, beaucoup. On y verrait Dieu et diable, on y verrait beaucoup de choses, et dans les plissements au coin des yeux comme ça. La pensée est quelque chose qui creuse, elle creuse la terre, elle creuse le ciel. Et elle a sa noblesse, évidemment. Et cette noblesse est attestée par des gens comme Kafka, par des gens comme Kierkegaard, par d'autres, qui sont assez nombreux. Mais Kafka est un jeune homme, éternellement jeune homme, qui, comment je pourrais le décrire, et son visage et son travail. Son visage est de retrait, peut-être comme le visage peut-être comme celui de l'épervier, quand il repère non pas une proie, mais quand il est alerté par quelque chose qui signale le vivant très loin sur Terre. Le regard de Kafka sur le monde, sur la vie, est très aigu, très compassionnel. Il est très tourné contre lui-même. Son journal est une suite de ses propres défauts, ce qui le rend très fraternel pour nous, très fraternel, très humain, très proche de nous. Et aussi de merveilles où tout d'un coup, vous savez, la neige, ce pays où je vous parle, là, il est régulièrement mis sous les dentelles de la neige. Il est régulièrement, la mère nature tire la couverture les draps de neige sur lui pour l'endormir jusqu'au printemps. Eh bien, dans la neige, parfois, il y a des sortes de parcelles du ciel, des sortes de petits cailloux bleutés. Il y a quelque chose qui brille et qui n'est pas blanc. Eh bien, les pages de Kafka, la phrase de Kafka a cette brillance-là. Et le lire, c'est marcher à pas lents dans une neige très épaisse et qui continue de tomber, jusqu'au soir et au-delà du soir. Il y a quelque chose de beau et de tragique là-dedans. Arrive cette fille, Dora Diamant, arrive cette merveille, Dora Diamant. Elle est plus jeune que lui. Elle lui amène, elle l'irradie, elle l'ensoleille. Elle comprend ce qu'il fait. Ce qui est déjà, à la limite, le paradis, c'est quelqu'un qui vous comprend. À la limite, le paradis, c'est très facile, sauf que c'est très difficile, mais c'est très facile. C'est quelqu'un qui vous comprend, mais dans le fond de vous-même, qui vous comprend peut-être mieux que vous ne vous comprenez vous-même.
Elle le comprend, cet homme étrange, ce célibataire un peu sévère, avec son chapeau noir, sa veste noire. Elle le comprend, et ils s'apprivoisent l'un l'autre. Et puis, alors que la mort a déjà mis sa main sur l'épaule de Kafka, Dora Diamant l'entraîne, non pas loin de lui, ce qui serait une faute. Elle continue de l'aider à aller vers lui-même, vers le cœur de lui-même, mais avec une gaieté qu'il n'avait pas connue, qu'il n'avait sans doute jamais connue avant, et qui sera celle de ces derniers mois, de sa dernière année. Quand il meurt, à l'enterrement, elle s'effondre sur sa tombe en pleurant. Et la famille de Kafka, un peu gênée, un peu choquée par cette femme qui est arrivée on ne sait d'où, ne manifeste rien, devient plus marbre que le marbre des tombeaux. Et puis la vie passe, la vie continue, sans lui, apparemment. En vérité, il est toujours à côté d'elle. Elle en parle, et les témoignages qu'on a de lui par elle sont splendides. Ils ne correspondent pas du tout aux témoignages, à l'image qu'on a de Kafka, un peu punitif, un peu sombre, très pessimiste. Non, on voit quelqu'un qui est alerte, on voit quelqu'un qui est éveillé et qui a quelque chose presque d'un prophète. Elle en parle pratiquement comme d'un saint. Et la vie se poursuit ainsi. Elle a un don, Dora Diamant, de réussir dans tout ce qu'elle fait et de ne pas aimer réussir en même temps. Elle a cette parole très étonnante pour nous, choquante au fond peut-être pour nous, pour ce monde. Je n'aime pas l'argent. Elle ouvre par exemple un restaurant. Le restaurant marche très bien parce qu'elle a l'intelligence, cette intelligence, j'allais dire féminine, mais je n'ose plus trop parler comme ça, mais cette intelligence du moins de comprendre que la nourriture, la pensée, le sommeil, la lecture, l'amour, la promenade, tout ça n'est qu'une seule et même chose, et que si vous faites une chose avec goût, les autres choses aussi en seront heureuses, les autres moments de votre vie en seront heureux. Elle réussit, et surtout sa vraie réussite, c'est d'ensoleiller, d'éclairer les gens autour d'elle, sans trahir ni l'ombre, ni la personne profonde de Kafka. Elle encourage les gens, elle a une vertu d'encourager les gens, de leur donner au sens propre du cœur, ou de leur redonner quand ils l'avaient perdu. Et puis elle s'éteint, comme on dit joliment, parce que parfois les clichés, si on les prend, si on les prend pas trop vite, si on réfléchit, si on les laisse se déposer, dire de quelqu'un qui meurt, qu'il s'éteint, c'est au fond avouer, reconnaître qu'il était une flamme. Et c'est assez joli comme conception de la vie, c'est même profond. Elle s'éteint, et ce qui reste d'elle, c'est un témoignage recueilli, un livre sur elle écrit par sa sœur, et où il y a, ce livre est une merveille parce que vous y voyez vivre une femme en toute liberté, en non convenue, aimante, profondément aimante, c'est-à-dire libre, et n'étant pas déshonorée d'être au service de quelque chose de plus grand qu'elle, étant au contraire couronnée d'être au service de plus grand qu'elle, de même que Kafka lui-même était au service de plus grand que lui. Cette femme me touche profondément. J'ai un grand plaisir, c'est la première fois que j'en parle ce soir, et j'ai un grand plaisir à parler d'elle ici, et qu'elle nous accompagne un temps. Je n'ai pas de propos d'elle, malheureusement. Je n'ai pas de propos d'elle. On peut continuer. Je voudrais vous présenter, peut-être, si vous voulez, une deuxième. Et une deuxième femme, elle aussi peu connue, presque inconnue, celle-là, et
dont vous ne verrez pas l'image ici, parce que vous verrez l'image de celle qu'elle a servie magnifiquement, superbement. Je vous dirai pourquoi c'est superbe de servir ainsi. Elle a servi l'impératrice de tous les poèmes, Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, qui est une grande poétesse russe. Elle a... Parce que j'ai trouvé en vérité une photo de la femme dont je vais vous parler, mais de l'amie d'Anna, mais c'était une photo, vous savez, les photos parfois sont injustes parce que comment dire, la technique n'a pas de cœur. La technique n'a pas de cœur. On peut prendre qui que ce soit en photo et tout d'un coup, c'est au millième. Et donc, le visage a quelque chose qu'il ne fallait pas voir et qui n'existait pas d'ailleurs en vérité, mais que la technique fige. En l'occurrence, le visage de l'amie d'Anna Akhmatova, elle s'appelle Lydia Tchoukovskaya. Lydia Tchoukovskaya. C'est elle dont je vais vous parler d'abord. Eh bien, j'ai vu, il y a une image qui circule un peu partout d'elle, mais je trouve qu'elle est un peu éteinte. Et ça lui va. Après tout, chacun de nous est par moments fatigué, très fatigué. Et donc, on peut nous surprendre comme ça. On peut nous surprendre un peu dans les décombres du temps. Mais ça serait injuste de vous montrer ce visage que j'ai vu. Je préfère vous montrer le visage de celle qu'elle adorait, qu'elle aimait, et qu'elle a aidé à grandir dans son royaume de poèmes. Cela dit, j'ai recueilli un mot de Lydia Tchoukovskaya, et je vais vous raconter un petit peu après ce qu'elle faisait. Elle écrivait, mais elle écrivait, comment dire, des choses dites mineures, des articles, vous voyez, des notes de lecture, des choses comme ça. Elle était une grande lectrice. Elle a écrit aussi 2 livres qu'on peut trouver en France, qui sont beaux, qui sont propres, probes, qui sont honnêtes et qui disent quelque chose de la Russie sous le joug soviétique, sous le joug stalinien. J'ai trouvé ça d'elle. Elle dit « On me félicite pour l'article que je viens d'écrire, mais je sais, moi, qu'il n'a aucun rythme. Parce que les jours que je vis en ce moment en sont eux-mêmes dépourvus. Et l'absence de rythme est le signe le plus certain que la pensée profonde n'a pas réussi à naître. » C'est très intelligent et très simple, une réflexion comme ça. Que l'absence de rythme est le signe le plus certain que la pensée profonde n'a pas encore réussi à naître. Parce que peut-être le vrai destin de la pensée, c'est au bout du compte de chanter, de jouer comme les musiciens de jazz le font, de vibrer comme le violoncelle ou le violon d'un musicien classique vibre. Vous voyez ? Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ? Cette femme, elle a Lydia Tchoukovskaya, elle a une petite fille, et à certains moments, Anna Akhmatova, qui est privée de tout, Anna Akhmatova, c'est l'ennemi le plus absolu de Staline. Et Staline a peur d'elle. Les plus puissants ont peur, parfois. Les plus puissants n'aiment pas trop les poètes, parce qu'ils ne savent pas trop comment les prendre. Et ils ne savent pas trop comment les arrêter. Ils ont peur qu'en les arrêtant, ça les accélère. Ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont raison. Et les poètes russes, à cette époque, c'est une époque qui dure peut-être encore, mais à cette époque, en tout cas, sont sous surveillance étroite. On leur accorde gracieusement de tout petits logements, mêlés à d'autres personnes, des logements collectifs. Et les rations de nourriture sont très maigres. Et les publications sont souvent refusées, qui sont les seules sources de revenus, sont souvent refusées. Et en plus, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient, quand vous n'êtes pas là, et qui vient fouiller vos affaires, ou quelqu'un qui vient espionner un petit peu et qui rapporte que vous avez dit une parole qui semblerait anti-révolutionnaire contre le puissant de l'époque. Et là, c'est très mauvais pour vous. Et il faut préserver, comme on préserverait des enfants, des ogres,
Il faut préserver les poèmes du tyran. Il faut donner la chance à l'avenir de pouvoir avoir lieu, et donc, dans le présent, sauver les poèmes. Et à cette époque, Lydia Tchoukovskaya vient chez son ami quand son ami lui demande, à toute heure du jour et de la nuit, ça peut être 2 heures du matin, elle lui téléphone, je viens de terminer un poème, il faudrait que tu viennes, il faudrait que vous veniez, je crois, elle se vous voit, il faudrait que vous veniez. Elle sort, elle se lève, elle laisse sa fille, qui à cette époque-là a déjà 12-13 ans, mais malgré tout, elle la laisse dormir, et puis elle traverse tout Moscou ou tout Saint-Pétersbourg pour aller chez la poétesse, pour l'écouter. En une fois, elle apprend le poème par cœur, et ensuite, on brûle le poème dans une coupole. Et ensuite, Lydia Tchoukovskaya rentre chez elle et note ce qu'elle a appris par cœur. Elle préserve tout ce qu'on peut connaître de meilleur. Parce que la poésie n'est pas cette chose ni un peu naïve, ni jolie, juste jolie, ni comment dire, un peu désuète, un peu. Elle est une chose terrible parce qu'elle condense, comment dire, elle condense la totalité de la vie dans quelques mots. Donc, c'est notre repère absolu, et ça peut être fait avec des paroles très simples. Ce ne sont pas les écoles littéraires qui font la poésie. C'est la vie qui écrit la poésie et qui se sert de telle ou telle personne qui ne l'a peut-être pas demandé, mais qui passe par elle pour faire entendre quelque chose d'unique et de précieux. Donc, Lydia Tchoukovskaya a un grand rôle dans la vie d'Akhmatova, un rôle d'autant plus grand que, curieusement, la poétesse ne sait pas, ou dit qu'elle ne sait pas, la vérité est peut-être qu'elle ne veut pas, mettre les ponctuations dans ses poèmes, le rythme. Elle délègue ça à son ami. Elle lui dit « mettez ça en forme. Moi, voici mes vers, mais je ne sais pas exactement où il faut les couper. Donc, je vous fais confiance. » Le rythme, c'est le souffle. Le souffle, c'est l'âme, et l'âme, c'est la personne. Ce qui fait que quand on lit Akhmatova, aujourd'hui un poème d'Akhmatova, on a à la fois la poétesse royale, et en même temps, on a à notre insu le souffle, la respiration de son amie, de celle qui sans cesse, pendant 30 ans, plus de 30 ans, s'est dévouée pour elle, avec une intelligence. Vous n'allez pas me croire, parce que moi, je ne l'ai pas cru non plus. Mais je voyais comme un... Ah bah oui, vous n'allez pas me croire. Ah oui, il est par terre. Ça y est. Ça va là? Ouais, voilà. Ouais, c'est tout bon. Alors, oui, vous n'allez pas me croire, c'est que y a un gros livre qui est paru, on peut le trouver, des entretiens d'Akhmatova avec Lydia. Ça peut se trouver. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est un livre extraordinaire parce que c'est au jour le jour. Et le journalier, c'est rien de plus proche que du jour le jour que l'éternel. Il n'y a rien de plus proche. Et on voit ce qu'on n'a jamais le plaisir, la joie de voir. On voit les secrets non pas de fabrication, mais les secrets de naissance des poèmes. On voit comment des femmes, ça rejoint un peu l'exemple de Matisse tout à l'heure, en plein milieu de la guerre, en plein milieu de l'avancée nazie à l'intérieur de la Russie, comment des femmes passent une nuit entière, une nuit blanche, à discuter sur un mot, sur est-ce que c'est celui-là qui est le mieux, ou est-ce que c'est pas plutôt un autre, ou est-ce qu'il ne faut pas mettre une virgule avant, ou ne pas en mettre du tout. Et on voit à quel point le travail sur le langage est vital. Ce qui se comprend parce que nous sommes faits de langage, et une de nos maladies d'aujourd'hui, un des risques d'aujourd'hui, c'est que le langage est alourdi, empathie de choses d'autant plus convenues qu'on n'y réfléchit pas. Les débats se multiplient sur tout et sur rien, et qui n'amènent rien. Et tout peut être dit, et rien n'est audible. Rien n'est audible.
un poème ou l'écriture en général, la vraie écriture, me semble-t-il, c'est d'arriver à amener le langage à nous donner le meilleur de nous-mêmes de façon très brève, parce que la grâce ou la vérité, qu'on l'appelle comme on veut, ou le sentiment tout d'un coup glorieux de la vie, d'être en vie, d'être sur terre, ça ne dure que le temps d'un éclair. C'est toujours fugace, c'est toujours rapide. Et la poésie se charge du fugace et du rapide. Elle se charge de faire en sorte qu'il ne disparaisse plus et qu'il reste auprès de nous. Le travail de ces deux femmes est vraiment époustouflant et réjouissant. Vous savez, quand quelqu'un fait son travail, que ce soit un balayeur des rues, que ce soit un auteur, que ce soit un musicien, que ce soit une mère ou un père auprès de l'enfant, quand quelqu'un fait vraiment son travail, tout simplement son travail, mais le fait avec cœur, le fait au mieux de ce qu'il peut, je pense qu'alors de nouvelles chances nous sont redonnées à chaque fois. Par courtoisie, par amour pour cette femme et par courtoisie pour Akhmatova et pour son amie, donc j'ai pensé que peut-être vous prendriez plaisir à entendre un poème d'Akhmatova. J'ai choisi celui-ci qui s'appelle « Le saule ». Je grandis dans un silence ouvré et dans la fraîcheur d'un siècle enfant. La voix des hommes ne m'était pas chère, mais je comprenais la voix du vent. J'aimais la bardane et l'ortie, mais par-dessus tout, un saule argenté, plein de gratitude vis-à-vis de moi. Il vécut avec moi toute sa vie, et ses branches ployées et songeuses venaient envelopper mes insomnies. C'est étrange, je lui survécus. Là-bas demeure sa souche, et de leur voix étrangère, d'autres saules disent je ne sais quoi, sous ces mêmes cieux, les cieux qui nous appartiennent. Et je me tais, comme si mon frère était mort. Avant de quitter Akhmatova et d'aller vers une autre de ces, si je puis dire, un peu ironiquement, de ces créatures de rêve, mais pour le coup à la lettre, parce qu'elles sont du côté du vrai rêve, c'est-à-dire de ce qui en nous, avec douceur, avec talent, avec patience, prend soin de la vie qui fuit, qui passe. Avant de la quitter, j'aimerais lire 5-6 vers pour saluer les gens d'Ukraine, comme si ce poème, et c'est pas comme si, en fait, en vérité, ce poème d'une Russe, il est pour ses sœurs et ses frères d'Ukraine aujourd'hui. Les poètes n'appartiennent pas à un pays, ou plutôt, ils sont le meilleur de ce pays, toujours, ils sont le meilleur. La France a comme parmi ses meilleurs enfants, paradoxalement, le voyou François Villon ou le voleur Jean Genet. C'est comme ça. Et sans doute sera-t-il beaucoup pardonné aux États-Unis d'avoir été le pays où est née et où a vécu l'étrange Emily Dickinson. Akhmatova, voici donc ce poème que je laisse s'envoler devant vous pour les temps d'aujourd'hui de la Russie à l'Ukraine. Le miel sauvage a une odeur de liberté. La poussière de rayons de soleil.
la bouche de la Vierge de violette. Et l'or ne sent rien. Le réséda a une odeur d'eau, l'amour de pomme. Mais nous savons, une fois pour toutes, que le sang n'a qu'une odeur de sang. On continue les présentations ? Merci beaucoup. Ouais. Alors, je voudrais parler maintenant de... Elle va apparaître ici, de Nadia Mandelstam. Femme de caractère, s'il en est, et femme ô combien intelligente et ô combien sensible. Mandelstam est un des plus grands poètes russes. Il est mort, je crois, en 1938, dans un camp en Sibérie. Il est mort pour avoir écrit un poème sur Staline. Plus profondément, je crois qu'il est mort pour avoir aimé la vie, que les dirigeants n'aiment pas, et qu'ils ne connaissent pas. Et Nadia Mandelstam, oui, elle fait le travail un petit peu de Lydia Tchoukovskaya. Elle est plus proche, évidemment, puisqu'elle est l'épouse de Mandelstam. Elle se présente parfois comme sa petite fille, elle est plus jeune que lui, et il a, dit-elle, une maturité très étonnante. Il a pris un âge, tout d'un coup, très, très, très puissant, très fort. Sans doute les coups reçus, sans doute les expériences de cette vie. Nadia Mandelstam, elle a comme coutume, dans son pauvre bagage, parce qu'eux aussi, ça va de soi, sont persécutés, doivent quitter des logements qui sont de plus en plus réduits à chaque fois, de plus en plus étroits, et vivent dans des conditions de plus en plus malsaines. Et dans le peu de biens qu'elle a, elle prend soin de toujours emmener un livre sur les espèces d'oiseaux en perdition, en disparition dans le monde, déjà à l'époque. Et un jour, elle montre à son mari, Mandelstam, elle montre 2 perroquets splendides. Et Mandelstam dit, c'est nous. Les 2 perroquets, c'est nous. On est une espèce, les poètes sont une espèce en voie de disparition. Moi, j'adore cette femme parce qu'elle a une intelligence qui... elle réussit à être aimante absolument sans être adoratrice. C'est très, 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 très difficile. C'est très difficile. Je vous le dis d'expérience, c'est très, très difficile. Aimante absolument sans être adoratrice. Et c'est la position parfaite, parce qu'elle voit bien les défauts de son homme. Il est un peu volage. Bon. Et elle voit bien les défauts de son homme. Mais elle les soulève, comme elle soulève le tout de la vie. Elle les sublime, elle les soulève, ce qui n'empêche pas de les voir. Et elle voit aussi que la grandeur de cet homme balaye tout, y compris ses propres ombres à lui, ses propres défauts. Et une des choses qui m'étonne le plus, leur vie est très belle, on peut trouver en France, je suis toujours dire ça, en France partout, on peut trouver des écrits de Nadia Mandelstam. C'est un livre qui est en 3 volumes, qui s'appelle « Contre tout espoir ». Il a fait des chapitres assez courts. Elle a survécu longtemps à son mari et elle raconte, on y apprend beaucoup de choses sur le climat intellectuel de l'époque, sur la façon dont les poètes s'aident ou s'entretuent, sur comment vivre et comment traverser une période plus qu'éprouvante et plus que désespérante. Elle dit de Mandelstam que la source de sa force, c'était son émerveillement, sa joie de vivre, que rien ne pouvait lui enlever. La vision d'un brin d'herbe entre 2 pavés luisants, et c'était sa journée qui était faite, et peut-être un poème qui allait venir. On y apprend des détails qui sont très touchants, qui sont très beaux. Par exemple, il n'écrivait jamais sur une table. Il se mettait à genoux devant une chaise, et il écrivait sur la chaise. Pourquoi ? Mais ça me plaît, je trouve ça très beau, et
il est là à ce moment-là, vous comprenez, avec ces détails-là. Il est là, ce n'est pas un autre, ce n'est pas interchangeable. Et la merveille que c'est, écoutez, vers la fin de sa vie, Mandelstam, alors qu'elle, quand même, elle l'aide beaucoup, elle aussi, elle apprend par cœur des poèmes. Elle les apprend par cœur à la lettre, elle les fourre dans son cœur, et ensuite elle les brûle. De façon à ce que si on vient perquisitionner, ou si on l'interroge, évidemment, elle ne répondra pas, elle ne donnera pas ce qui est en elle. C'est le trésor de son trésor. Elle se chargera plus tard de le faire éditer. Et ça traversera tout l'empire stalinien, intact. Et grâce à elle, on a entre les mains des poèmes parfois un peu rudes, un peu sévères, mais tellement lumineux, tellement éclatants. Je vais vous donner 2 poèmes de lui. Et peut-être grâce à ce que j'ai dit, si je n'ai pas été trop maladroit, peut-être qu'en écoutant ces poèmes à lui, vous la verrez elle. Parce que c'était comme leurs enfants, ces poèmes. Alors, le premier, c'est incroyable. Le premier, il fait parfois ce qu'il appelle lui-même, Mandelstam, des poèmes adultères. C'est-à-dire, il ne consomme pas l'adultère, il ne part pas avec une fille en délaissant son épouse, mais il est, comme tous les hommes, une mèche de cheveux relevée, un battement de cils, un je ne sais quoi dans la démarche, et le bonhomme est foutu. Et quand c'est un poète de cette hauteur-là, c'est pas trop grave, parce que ça donne lieu à un poème extraordinaire. C'est ce qu'il appelait un poème adultère. Il y en a quelques-uns, mais il lui en parlait à elle. Il lui disait, oui, tu sais, c'est cette fille, voilà. Et la grandeur de cette femme, elle accepte ça, et non seulement elle accepte, mais elle sauve aussi ce poème sur une rivale, qui aura été une rivale pendant quelques instants. Elle le sauve, ce poème, parce qu'elle en parle un jour, elle dit, mais c'est un de ses plus beaux. Elle l'aime d'amour fou, et elle dit, mais un de ses poèmes les plus beaux, il a été dédié à cette femme, pas à moi. Il a été pour elle, il est venu pour elle. Alors, je vais vous le dire, ce poème. Où, au fond, Nadia Mandelstam triomphe par l'intelligence de son cœur et l'intelligence de comprendre l'incompréhensible. Quelques mois avant d'être déporté en camp, Mandelstam fait une promenade avec 2 femmes. Ils sont 3 sur la route, et il y a une de ces femmes, plus jeune que l'autre, qu'il ne connaît pas vraiment, qui est l'amie de l'autre et qui lui a été présentée, qu'il vient de rencontrer comme ça aujourd'hui. Et il se promène sur un chemin de campagne et elle a un léger défaut, elle boite. Et de l'avoir boité comme ça, légèrement, elle est toute jeunette, et de l'avoir boité, la boiterie lui enlève le cœur à lui. Il est comme subjugué, il est comme fasciné. Ce défaut est pour lui plus beau que toutes les qualités du monde, que toutes les perfections, tous les maquillages du monde. Et il va écrire ce poème. Vous savez peut-être que René Descartes, on peut se demander ce qu'il vient faire ici maintenant, mais que René Descartes était tombé amoureux de sa nourrice parce qu'elle louchait. Un homme, c'est très, 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 très incertain. C'est très, très incertain. Alors, voici le poème, donc, sauvé par Nadia Mandelstam et écrit donc par le poète. Malgré soi, boitant sur une terre vide, d'un pas inégal et doux, elle va, devançant un peu l'adolescent presque de son âge, l'ami rapide et l'adolescent presque du même âge. De l'infirmité qui l'anime, et il semble qu'un clair soupçon dans sa démarche désire être retenu, que ce temps printanier est l'aïeul de notre poussière
et que tout va éternellement commencer. Et que tout va éternellement commencer. Et elle sauve ce poème. Et elle a raison de le sauver, parce qu'il est très beau. Et je dirais qu'il a eu raison de le faire. Parce qu'il lui en a parlé. Parce qu'il lui en a parlé, tout de suite. Mais c'est quand même fort. Alors, il continue sur les femmes. C'est autre chose, et c'est très beau. De la terre humide sont parentes les femmes. Chacun de leurs pas, un sanglot sonore. Accompagner les défunts et les premières saluer les ressuscités, voilà leur vocation. Et leur demander des caresses est un crime. Et se séparer d'elles est impossible. Aujourd'hui ange, demain ver sépulcral, mais après-demain un vague contour. Ce qui fut un pas devient inaccessible. Les fleurs sont immortelles, le ciel est compact, et ce qui sera n'est qu'une simple promesse. Je bénis quelqu'un qui a écrit un poème comme ça, et notamment pour cette notation, les fleurs sont immortelles, qui contredit tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons savoir, et même tout ce que nous croyons voir. Les fleurs sont immortelles. Et je lui donne parfaitement raison. Une autre illustration de ce petit livre comme ça, aérien, que je fais dans l'air comme ça, qui ne sera pas publié, qui est comme ça aujourd'hui, voilà, et du secret, du rêve et des femmes qui l'incarnent, de ces femmes-là qui l'incarnent. Je voudrais, là aussi je vais passer par son mari, elle s'appelle Inna Sokolova. Et c'est la femme d'un pianiste russe qui s'appelle Grigori Sokolov. C'est très joli, cette coutume russe de féminiser les noms de l'épouse. Elle ne s'appelle pas Inna Sokolov, elle s'appelle Inna Sokolova. Et un mot sur cet homme, parce que ça éclairera sur elle aussi. Elle n'est plus sur Terre, elle n'est plus en vie. Lui, il est toujours là. Je crois qu'il y a un concert de lui qui est programmé l'an prochain, en Suisse. Il est passé il n'y a pas très longtemps à Aix-en-Provence, en France. Disons que c'est un poète du Moyen-Âge, un pianiste du Moyen-Âge. Je précise. Il est massif. Il déteste les applaudissements, peut-être parce qu'il a deviné que la jolie fièvre des applaudissements supprime le secret ou abîme quelque chose. Et donc, moi, je n'ai jamais vu ça. Quand il entre en scène, il ne regarde personne, il s'assied très vite à son tabouret et il disparaît à l'intérieur de l'œuvre. Il disparaît corps et âme à l'intérieur de l'œuvre. Il la donne à entendre comme jamais vous ne l'avez entendu, que ce soit par exemple un Schubert, que ce soit Haydn, que ce soit d'autres, même Bach. Et il a ce qui est très beau, c'est l'intégrité de quelqu'un. On la reconnaît, on ne sait pas à quoi on la reconnaît, mais on la reconnaît. L'authenticité, le je ne sais quoi, qui fait que cette personne n'a pas été laquée par le monde, n'a pas été revêtue par le monde. Elle est revêtue par autre chose. Son visage vient d'ailleurs. Un ami de ce pianiste lui-même, lui a dit un jour en souriant « Mon Dieu, Sokolov, pourquoi tu fais semblant de vivre ?» Et le pianiste a souri tout de suite, il avait compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, au fond, la question pudiquement disait « Mais on sait bien que tu es un ange. Pourquoi tu fais semblant d'être ici avec nous? On sait bien que ta patrie n'est pas là. » Et c'est très joli de dire ça à un ami, très joli. Et c'est peut-être vrai. Peut-être vrai. Moi, je ne sais pas trop ce que sont les anges.
C'est difficile de les nommer, c'est difficile de les définir, c'est toujours très risqué. On risque de tomber dans une boîte à sucre, mais ce nom existe, il existe bien pour quelque chose, voire pour quelqu'un. Qu'est-ce que je ressens quand... Après, je vais venir à son épouse, parce qu'elle est présente en lui. Elle est présente en lui, non pas comme un corps est présent dans un tombeau, mais elle est présente comme une flamme est présente dans un foyer. Elle était présente comme ça de sa vie, et toujours maintenant. Et je disais qu'il n'aimait pas les applaudissements. Je pense qu'il a raison, mais en tout cas, je le comprends. Et bien, je suis perdu, mais attendez. Il aime le secret. Et il n'a jamais parlé de sa femme, juste une fois. Il a juste dit, elle m'a donné toute sa vitalité. Toute sa vitalité. Et quand on apprend quelques détails sur la vie de cette femme, c'est superbe. Comme est superbe la flamme qui croit se détruire et en fait illumine et donc enrichit à jamais la nuit où elle est apparue. Inna Sokolova est l'auteur de poèmes qui sont très difficiles à trouver. J'en ai trouvé 2. Très difficiles parce qu'ils n'ont pas été édités, ils n'ont pas fait l'objet de publication. Elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas apparaître. Elle ne voulait pas qu'on parle d'elle. Donc je transgresse quelque chose un peu ce soir. Et ces poèmes sont de très haute tenue. Je regrette de ne pas pouvoir parler russe parce que quand on les entend, le babil russe, ces mots qui sortent à peine de la bouche comme ça, ces mots qui mangent la langue, qui mangent le langage, qui restent près de la personne qui les dit, comme une couverture bien chaude reste près du visage et du menton de l'enfant endormi. La sonorité russe est superbe à entendre. Inna Sokolova, elle écrivait des poèmes reliés toujours à ce qu'elle ressentait de l'œuvre de son mari. Elle était tellement touchée par ce qu'il faisait que parfois elle l'accompagnait partout, dans tous les déplacements. Et elle était tellement touchée que parfois, quand il commençait à jouer, quand elle avait compris comment il allait jouer ce soir-là, elle quittait la salle et comme une enfant, comme une petite fille, elle se mettait juste derrière la porte, elle s'asseyait et elle écoutait derrière la porte. Parce que c'était trop d'émotion pour elle, trop fort. Et un soir de concert, après l'avoir regardé sur scène, elle a écrit ceci de son mari. « Ton visage dans la fenêtre, la nuit. Ton visage dans l'obscurité du cœur. Ton visage autour de la lune. Ton visage fait de vagues bleues. Ton visage au bout de la rampe. Ton visage versé sur moi par la pluie. Ton visage au fond d'une larme. Ton visage amour de l'orage. Ton visage dans les yeux des chiots. Ton visage dans la chaîne des siècles. Ton visage sur les traverses de chemin de fer. Ton visage, mon voyage éternel. Je crois que je vais en lire un deuxième d'elle pour qu'elle soit complètement là. Et vous savez, j'ai une joie profonde à parler. Ça fait très longtemps que je n'avais pas parlé en public. J'ai une joie très profonde à être là avec vous et à parler de ces gens, surtout à parler de ces gens.
ça me fait un plaisir fou de parler d'eux et d'elle. Nous aussi. Et je voudrais... C'est incroyable ce qui peut se passer d'un être à un autre et qui ne sera jamais rompu. Ce poème encore. Seigneur, sauve-moi, retiens-moi. Dans ses mains, le piano est si tendre. Ne te presse pas d'apaiser les amoureux. La séparation est inévitable. Que leur dialogue ailé nous dise quelque chose de toi et donne aux soucis de la vie de reclus, à la foule, l'ordre d'écouter. Le cri dans le berceau s'éteindra. Une fleur s'épanouira à l'improviste. La vie nous offre rarement un instant où avoir envie de prier. Et elle a cette petite notation en italique au bas de son poème, comme une notation de journal pour se souvenir de l'événement. Un des merveilleux concerts. Un des merveilleux concerts. Tout n'est pas perdu, au fond. Tout n'est pas perdu, malgré ce que nous pouvons croire, malgré ce qu'on nous laisse entendre. Tout n'est pas perdu. Et peut-être, je voudrais clore ces visites par une Russe, qui n'est pas poétesse, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, qui s'appelle Svetlana Alexievitch. Alors, elle me permettra d'avancer plus avant dans ce que je crois être ce qu'on appelle un poème, parce que moi, je n'écris pas de poème, je n'en ai pratiquement jamais écrit. J'écris en prose, et ce qui est son cas à elle aussi. Mais préciser ce que c'est. Svetlana Alexievitch, elle s'est fait connaître pour recueillir les paroles des combattants russes de retour d'Afghanistan. Ça donnait un livre qui s'appelle, je crois, Les cercueils de Zinc, et puis aussi pour recueillir les paroles de gens de la Russie et les interroger sur la Seconde Guerre mondiale, telle qu'ils l'avaient vécue, telle que chacun, singulièrement, humainement, tragiquement, l'avait vécue. Pendant 7 ans, il lui faut à peu près 7 ans pour faire un livre. Elle va partout dans le pays, elle écoute les gens, elle les écoute. Et il y a des gens qui refusent de parler, il y a des gens parce que parler n'est pas leur coutume, parce que peut-être en parlant, ils pensent qu'ils craignent de perdre le dernier bien qu'ils avaient. Il y a d'autres qui vont parler pendant presque un après-midi entier. Elle recueille tout. Après, elle resserre, mais elle n'invente rien. Elle n'ajoute pas un mot. Elle resserre simplement. Quand on parle, quand on converse, on passe parfois par des zones qui sont moins utiles que d'autres, mais en même temps qui étaient nécessaires. Elle enlève tout ça et elle fait venir l'humanité et la sagesse profonde d'un peuple qui n'est pas comme ses gouvernants, qui n'est pas à l'image de ses gouvernants. Comme sont tous les peuples d'ailleurs, comme sont tous les peuples, je crois. Et elle recueille ces paroles, et c'est la matière même de la poésie. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est en revenant, juste en restant sur elle, avec elle, mais en revenant sur Nadia Mandelstam. Nadia Mandelstam raconte qu'un jour, traqués par la police, ils sont obligés de partir à la seconde de leur logement et ils n'ont pas d'amis dans la ville. Leurs amis ont été déportés. Et donc, ils frappent à la première porte venue d'instinct et il y a une femme qui leur ouvre, qui a les yeux bleus et ils expliquent qu'ils sont pourchassés. Ils s'attendent à ce qu'on leur ferme la porte au nez parce que si vous accueillez quelqu'un qui est traqué, vous allez être traqué à votre tour. Vous serez déporté à votre tour. La femme qui ouvre la porte, elle sait tout ça.
Mais le réflexe qu'elle a, il est comme transcendant, il est comme superbe d'humanité. Elle ouvre les bras, comme ça, comme une mère ouvre les bras, elle dit « Entrez, mes petits, venez ». Et elle fait entrer Nadia et son mari, Mandelstam. Elle les met à l'abri. Plus tard, racontant cette histoire, Nadia dit « Elle avait des yeux bleus et à cet instant, j'ai su qu'il n'y avait aucune parole aussi vraie, c'était la parole la plus vraie du monde, c'était ses yeux bleus. Ses yeux bleus étaient la plus vraie parole du monde. » Vous voyez, ça, c'est une parole simple, personne ne peut l'inventer, ça s'entend. Elle est venue comme ça s'entend. Et elle est très simple. Ses yeux bleus étaient la plus vraie parole du monde. Eh bien, ça, c'est de la poésie à l'état pur. Et ça vient d'une chose de la vie déchirée, de la vie courante, et ça l'éclaire, et ça la sauve des ténèbres. C'est ça, la poésie. Et c'est ce que fait, je pense, Svetlana Alexievitch, en recueillant les paroles des guerriers de retour de combat, mais aussi de leurs femmes, mais aussi des enfants, et comme vous disiez tout à l'heure, vous disiez que le langage, la poésie peut tenir le plus horrible aussi, et c'est vrai, et c'est son travail aussi. C'est son travail, c'est pas simplement les choses réjouissantes, c'est ce qui nous sauve aussi, ce qui nous sauve bizarrement, c'est l'absence de consolation, c'est-à-dire le face-à-face avec le pire et le recueillir dans le langage. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est sauvé en nous et peut-être même au dehors. Avoir la force, le culot de regarder face à face, sans illusion, et de le transmuer dans une langue qui peut être partagée après, qui devient comme du pain, qui se partage et qui nourrit. C'est ça aussi le travail de la poésie. Et c'est le travail que cette femme-là fait. Elle est d'origine, je crois qu'elle est d'origine ukrainienne. Je pense, j'imagine, que si elle n'est pas trop fatiguée, que ces temps-ci, elle a commencé un nouveau travail qui concerne cette guerre que nous connaissons tous un peu trop. Et voilà, je crois que, voilà, je souhaitais qu'elle soit là toute. Je voudrais... d'habitude, c'est au mois d'août qu'on va voir les étoiles filantes. Et aujourd'hui, on est au mois de septembre, et j'ai l'impression, enfin moi je l'ai vécu comme ça, je ne sais pas vous, on va voir tout à l'heure, mais j'ai l'impression que Christian Bobin nous a pris par la main pour aller voir les étoiles filantes. En fait, les étoiles filantes, c'est des étoiles qui meurent, mais on ne dit jamais les étoiles mourantes, on dit les étoiles filantes. Alors rien que pour ça, merci à vous, Christian. Merci à vous. Merci aussi à vous tous qui êtes là, parce que les étoiles filantes, c'est beau d'aller les voir seules, de prendre le temps, de s'y arrêter, de voir la trace de lumière qui disparaît mais qui demeure souvent sur notre rétine. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quelquefois on regarde une bougie et puis on ferme les yeux et en fait la flamme de la bougie reste. C'est incroyable, hein ? Et c'est exactement ça aussi avec les étoiles filantes. Il faudra essayer l'année prochaine. Je vous y invite. On peut fermer les yeux et la lumière, elle reste en fait. Et ce que je vais vous dire, c'est que c'est beau de les voir seuls, mais c'est encore plus beau quand quelqu'un nous tient la main et qu'ensemble, dans le silence, comme on vient de le vivre maintenant, on les regarde. Alors, je voudrais remercier beaucoup Christian Bobin. Et puis je voudrais lui laisser le mot de la fin, ou les mots de la fin. Est-ce que vous aimeriez nous dire quelque chose à nous tous, à moi aussi, hein, puisque... Vous remerciez pour la gentillesse et la précision de vos mots. Remercier ceux qui sont ici, que les lumières m'ont empêché de voir, mais que j'ai senti. Et pour l'attention que... Parce que c'est très bizarre de parler comme ça, parce que je sais que je n'étais pas seul, voilà. Je sais que je n'étais pas seul, je sentais
une attention, je sentais des choses qui me touchaient, voilà, et qui me permettaient de poursuivre, Le tableau qui est là, qui je crois va rester le temps des signatures aussi, c'est un autre tableau, c'est une autre manière, une autre série de Sylvie Datas. C'est un érable et il a été choisi par Zoé pour faire l'affiche de cette rencontre. Avec justesse, elle l'a bien choisi parce que... Et pour clore, c'est... Comment dire? Il y a une générosité là-dedans, dans cette peinture, dans cet arbre. Il y a une générosité, une force, et même, pourquoi pas, une gaieté qui nous est donnée. Voilà. Merci à vous.